Un premier mot c'est de dire merci, sincèrement merci, aux dignes et distingués représentants de la mairie de Paris pour l'occasion qu'ils nous offrent de prendre contact avec d'éminentes personnalités, authentique expression de la volonté démocratique des citoyens et citoyennes de la cité parisienne. Et à travers elle, de pouvoir saluer avec solennité, avec sincérité et vigueur, le vaillant peuple de France. Nous vous disons merci parce que nous saisissons la signification de cette assemblée. Elle est le témoignage concret d'une volonté, celle de consacrer solennellement l'amitié entre la Guinée et la France. Et c'est pourquoi elle dépasse les dimensions singulières de la ville de Paris pour atteindre à celle de la France tout entière. Monsieur le maire, vous avez prononcé quelques mots qui ont une résonance en nous. Vous nous permettrez de revenir sur certains. Vous avez parlé de l'histoire des rapports entre la France et la Guinée. En un mot, l'histoire des peuples. Vous avez parlé de l'espace où les hommes naissent et passent pour se connaître, vivre ensemble une partie du temps. Qui parle de l'espace parle du temps. Nous allons résumer donc nos impressions en quelques mots ou en une image centrale. L'espace, le temps, le peuple, dont la dimension réduite est l'homme. Le monde existe il y a des millions d'années. La haute autorité de l'audiovisuel a désigné aujourd'hui les nouveaux PDG de Radio. Et la préhistoire nous marque que la limitation des connaissances humaines auxquelles échappe une partie du temps. D'autre part, en Allemagne, crise gouvernementale. Les 4 ministres libéraux ont démissionné. Si le monde existe il y a des millions d'années, cette continuité est bien marquée dans l'histoire de chaque pays. Et cette continuité a engendré des valeurs particulières. Les peuples s'étant constitués, chacun dans une partie de l'espace avec ses caractéristiques particulières. S'étant organisés à partir de leur volonté propre, les peuples ont ainsi imprimé à leur propre vie la portée historique de leur propre combat sur la nature, en vue d'être et en vue de se développer. L'Afrique a toujours existé, l'Europe a toujours existé, l'Europe, l'Amérique, toutes les parties du monde. Ceux qui croient en Dieu attribuent l'existence de l'espace
à la créativité infinie du Tout-Puissant qu'est Dieu. Nous sommes de cette catégorie. Ceux qui ne croient pas en Dieu pensent que le monde s'est créé de lui-même. Mais tous reconnaissent que chaque peuple s'est constitué à travers une lutte pour sa survie, pour son développement. Que chaque peuple a fait montre de génie créateur. Car toute la culture résulte du combat des peuples. La qualité de la vie s'est constamment améliorée en tant qu'expression de la créativité dont chaque peuple a fait montre. Il y a donc ce que l'on peut appeler les lois générales de l'évolution, lois auxquelles ont obéi rigoureusement tous les peuples, au-delà de la couleur, au-delà de la nationalité. Il y a aussi les conditions spécifiques qui ont marqué l'évolution de chaque peuple. Si l'espace est unique, il est également différent d'un endroit à un autre. Et jamais deux peuples ne se sont trouvés dans des conditions historiques identiques, ne se sont trouvés dans des conditions d'espace identiques. D'où la prise en considération, la prise en charge du particulier caractéristique de l'identité, de la personnalité de l'homme et du peuple. Mais ce qui fait la communauté de destin, à laquelle vous avez brillamment fait référence tout à l'heure, c'est la vocation de tous les peuples à vivre libres et heureux. L'aspiration de tous les hommes à se soustraire à toutes les contraintes, à toutes les nécessités en vue d'assurer l'épanouissement intégral de ses facultés, d'accroître constamment ses capacités d'action dans la recherche infinie d'un bonheur également infini. Nous sommes les mêmes. Si nous sommes noirs, blancs, jaunes, nous les croyants disons que c'est pour la beauté de l'humanité que Dieu a créé les conditions déterminantes de la diversification de la couleur de l'épiderme. Mais les hommes sont les mêmes. Tous sont porteurs d'un même génie. Tous ont les mêmes aspirations. Nous aimons à dire qu'il n'y a d'ailleurs de valeur authentique et véritable que celle ayant une portée historique et sociale. Une valeur à travers le temps qui se maintient, une valeur qui a une utilité pour l'homme et pour le peuple, et qui a donc une portée sociale, est une valeur véritable. C'est pourquoi les différences qui existent entre les peuples ne sauraient être ramenées qu'à deux conditions déterminantes. La première, l'avantage de la nature. La deuxième, la créativité, l'état de conscience et de volonté du peuple concerné pour se réaliser en réalisant son bonheur. Je vais vous donner l'exemple. Deux groupes d'hommes. Un constitué d'ingénieurs, de grands savants de toutes les spécialités. Un autre constitué d'analphabètes. Deux groupes d'hommes, mais qui vont être placés aussi dans des conditions différentes. Les hommes scientifiques, on les place sur une terre inculte, impropre à toute activité agricole. Les conditions écologiques ne permettant aucune transformation
en faveur de l'alimentation de l'homme. Le groupe constitué d'analphabètes se trouve dans des conditions naturelles meilleures et peu d'efforts aboutit à la satisfaction des besoins alimentaires de ce groupe. Donc, dans les différences qui marquent l'évolution des sociétés, il y a d'abord une part de la nature. Deuxièmement, si on mettait les deux groupes dans des conditions identiques, la réponse est facile. Le groupe de scientifiques valoriserait en un minimum de temps les possibilités potentielles et atteindrait à un niveau élevé de bien-être, alors que le groupe d'analphabètes continuerait à végéter. Mais cela indique aussi que la culture joue un rôle. L'intelligence est un moteur de la volonté. La conscience est le phare de l'histoire des peuples et des hommes. Cela indique enfin que les valeurs socio-humaines doivent être les premières pour guider les valeurs matérielles. Si l'homme est chair, os, il est aussi esprit. Et sa supériorité ne peut être fondée que par la justesse de sa pensée, de l'esprit qui va régir son comportement, de la finalité qu'il assigne à toute activité physique. Et c'est pourquoi ce qui est commun à tous les peuples et qui peut servir de fondement à leur amitié, à leur coopération sincère et durable, c'est encore la culture. Nous le disons bien. Ici, on ne voit pas la couleur, on ne sentira pas la nationalité, on retiendra l'utilité de l'idée et les motivations de l'homme, du peuple, pour dynamiser le comportement et améliorer la qualité de l'existence. La Guinée a eu le privilège historique du XIIIe siècle jusqu'au XIXe à abriter la capitale des grands empires de l'Ouest africain. Et le peuple guinéen a tiré profit de cette phase historique en comprenant la valeur de l'indépendance et de la souveraineté. La nécessité pour l'homme, pour qu'il soit homme, d'être responsable de sa vie. La dignité exprimant cette indépendance, cette responsabilité de l'homme face à la vie. Et c'est pourquoi, mes chers frères, ne soyez pas du tout étonnés. Si la Guinée a été seule, peut-être, à choisir la voie de l'indépendance, alors que les dispositions de la nouvelle constitution fondant une communauté franco-africaine apparaissaient comme généreuses. Mais le sens de la liberté était très aiguisé. Un deuxième facteur, les jeunes de Guinée s'étaient mobilisés pour des raisons qui vous échappent en France. Notre pays n'avait pas connu de parti politique au sens vrai du mot, mais des mouvements à caractère tribal qui organisaient la lutte intrasociale. Et c'était d'ailleurs les autorités coloniales qui exerçaient le rôle d'arbitre, tellement les contradictions étaient formelles et plutôt étaient sérieuses et nombreuses. Nous étions à peine une douzaine de jeunes, âgés de 17 à 25 ans, à prendre la décision de transposer notre amitié sur les bancs de l'école dans les structures d'un parti qui aurait un contenu national. Deuxièmement, en Guinée, les femmes étaient considérées comme des esclaves
la femme était considérée comme une marchandise. On se la passait, je m'excuse de l'expression, mais c'est vrai. Notre parti a pris position contre toutes les faiblesses, toutes les insuffisances, toutes les inégalités que connaissait notre société et a élaboré un programme qui a servi de motivation à tous, au-delà de la couleur, au-delà du sexe, à adhérer au Parti national, qui était un parti d'opposition et qui pendant 6 ans est resté un parti d'opposition et n'a pu être le parti dominant qu'à la 9e année. Mais la Guinée était déjà en mutation politique. Moi, que vous connaissez comme leader, je ne suis pas de Conakry. Aucun de mes parents n'a vécu la ville de Conakry. Mais opposé aux citoyens de Conakry, nés à Conakry, de souche conacrienne, le peuple m'a plébiscité avec 78% des voix comme maire de la ville de Conakry. C'était la preuve déjà d'une mutation politique que, sur le plan idéologique, sur le plan politique, le peuple voulait d'une nation et s'engageait dans la construction de cette nouvelle réalité. Aussi, la liberté qui nous est chère a fait l'objet du contenu de toutes nos conférences. On attribue à une incompréhension entre le général de Gaulle et nous l'avènement de l'indépendance de la Guinée. Monsieur le maire, vous me permettrez ici de rendre un hommage solennel au général de Gaulle et de vous dire, certes, nous ne sommes pas de même idéologie, mais nous reconnaissons le rôle historique de premier plan qu'il a joué au niveau de l'histoire de son pays, la France. Nous avons vu en lui un patriote sincère, dominé d'une volonté de donner à la France non seulement sa liberté pour la reconquérir, mais sa personnalité et sa dignité. Et nous pensons qu'il est resté conforme à ses objectifs qui s'étaient fixés. Nous reconnaissons un deuxième fait. N'eût été le général de Gaulle, peut-être que l'indépendance de la Guinée serait toujours une réalité de l'avenir, mais pas celle de l'année 58. Nous nous sommes redevables de l'indépendance de la Guinée. Une analyse des faits démontre que c'est parce qu'il a un sens de dignité qu'il y a eu cette parfaite harmonie entre le dire et le faire. Alors que le projet de constitution était un peu équivoque quant à l'accession immédiate, mais la phrase prononcée par le chef du gouvernement français à Conakry disait au peuple guinéen, si vous voulez l'indépendance, vous pourrez la prendre le 29 septembre. Et je garantis au nom de la France qu'aucun obstacle ne sera dressé sur votre chemin. En France, il y a eu des partis politiques qui disaient, c'est une personnalité, le chef du gouvernement, qui a fait la déclaration, mais il faut une réunion de l'Assemblée, il faut telle et telle procédure. Il a dit non. Et la Guinée, sans effusion de sang, a fait le passage qualitatif d'un stade colonial à un stade d'indépendance totale, de souveraineté totale. Et chaque fois que nous ferons l'histoire de notre pays, nous rendrons hommage à celui que nous considérons comme élément déterminant de cette accession de la Guinée en quelques heures après un vote. C'est ça. Et d'ailleurs, en signe de reconnaissance, tous les ouvrages que nous avons eu à publier, le 28